Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je me présente, je suis JN Ladrac de l'ONG USM France. Bienvenue pour ce webinaire exclusif retour sur le documentaire Raphaël Pitti au nom de l'humanité. Donc nous remercions toutes les personnes présentes ce soir pour ce webinaire. Merci d'être au rendez-vous. Comme toujours, c'est un plaisir pour l'USM France d'organiser ces rendez-vous avec vous qui nous suivez dans notre action humanitaire en Syrie. Donc merci aux participants et donc merci à nos intervenants que j'accueille ici ce soir avec plaisir. Donc le professeur Raphaël Pitti, anesthésiste réanimateur, spécialisé en médecine de guerre depuis plus de 30 ans et responsable formation USM France. Bonsoir Raphaël. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être là. Bonsoir Sylvie Cosolino, présente à nos côtés, journaliste et donc réalisatrice du documentaire Raphaël Pitti au nom de l'humanité. Bonsoir tout le monde. Alors, nous attendons deux personnes qui vont se connecter tout au long du webinaire. Donc, une personne qui est en cours, c'est le docteur Zouhair Lehna, qui est chirurgien obstétrique, médecin humanitaire à l'USM France, qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Comme vous savez, les questions techniques, c'est pas toujours simple. Donc là, il est en cours de connexion. Il va arriver. Et nous aurons en fin de webinaire le docteur Zianel Alissa, président de l'USM France, qui va nous rejoindre après sa journée de garde à l'hôpital. Donc, il nous rejoindra pour la dernière partie du webinaire de ce soir. Donc, pour rappel du contexte de ce webinaire, pourquoi nous avons voulu faire cette rencontre avec vous? Déjà parce que c'est aussi la rentrée. On est au mois de septembre et on avait envie de vous parler et d'échanger avec vous après cette pause estivale. Et aussi parce que on a eu donc le documentaire dont on est très fiers au sujet du parcours du professeur Raphaël Pitti qui a été diffusé donc sur France 3 le lundi 20 septembre sur France 3 Grand Est et qui est actuellement donc en replay jusqu'au 20 octobre. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller le regarder. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, est-ce que vous avez pu voir le documentaire? Et n'hésitez pas à faire vos commentaires. Donc, tout au long du webinaire, bien évidemment, je me chargerai de poser les questions. L'objectif, c'est aussi d'échanger. Donc, vous pouvez vous poser vos questions dans la rubrique questions. Vous verrez dans la barre latérale, vous avez le chat. Et vous avez aussi les questions que je pourrais regarder et faire remonter aux intervenants avec plaisir. Nous sommes vraiment là pour ça. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore vu le documentaire, on va passer un petit extrait d'une interview de Raphaël Pitti et de Sylvie Cosolino et un petit extrait de documentaire. Il est médecin humanitaire, a réalisé de nombreuses missions en Syrie et fait l'objet d'un documentaire qui sera diffusé lundi soir sur France 3 Grand. Raphaël Pitti, un médecin engagé. Tout ce qui touche à l'humain et tout ce qui touche à la dignité humaine, voilà, m'interpelle. Ainsi commence le documentaire sur le médecin Raphaël Pitti, médecin militaire à la retraite, engagé en Syrie pour aider ses confrères. Être dans sa voiture le matin à 7h30 du matin, entendre parler de la Syrie à travers un collègue qui est un médecin urgentiste franco-syrien et dire en Syrie les hôpitaux sont systématiquement bombardés, les médecins qui soignent à l'intérieur sont arrêtés, torturés, tués, etc. Ça ne peut que vous indigner. L'indignation comme moteur de vie. Depuis 10 ans, avec son ONG humanitaire, il a formé 26 000 chirurgiens, infirmiers, anesthésistes et sages-femmes à l'urgence. Cet engagement, la réalisatrice Sylvie Cosolino a voulu le raconter en images. Pendant 5 mois, elle a filmé celui qu'elle qualifie d'hyperactif. Il a toujours des projets
3 projets d'avance, 15 000 idées. Et en tout cas, il les met toujours en œuvre. Il voit si c'est possible et il les met en œuvre. Il ne renonce jamais. Donc ça, c'est assez, j'allais dire, exaltant. Mais il faut arriver à le suivre. À Metz, où il vit, son combat contre l'indignation se poursuit pour aider les migrants qui vivent dans le camp de Blida. Ces migrants-là, ils avaient pour moi une forte résonance, puisque c'était en rapport avec la majorité de ceux qui venaient des zones de conflit, etc. Donc je les avais vus et je pouvais très bien comprendre ce qui les amenait à venir. Je pense que véritablement, il faut savoir tracer son sillon, il faut continuer à avancer, il faut croire en même temps dans ce que l'on fait, il faut avoir ce sens de la justice, il faut vraiment... et puis vous verrez autour de vous, au même temps, il y a énormément de gens de très bonne volonté qui ont aussi besoin, quelque part, qu'on montre un chemin. Et de dire, ah bah, il le fait, alors on y va. Et de dire, ah bah, il le fait. Alors Raphaël Pitti au nom de l'humanité, signé par la réalisatrice Sylvie Cozzolino, en deuxième partie de soirée sur France 3 Grand Est. Sur France 3 Grand Est. Donc, c'était le reportage de France 3 pour annoncer justement le documentaire. Et donc, il est disponible en replay dès à présent sur le portail en ligne de France Télévisions, France 3 Grand Est. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Parce qu'il semblerait qu'il y ait des petits soucis de son. Aurore nous indique qu'elle n'entend pas. Les autres, est-ce que vous pouvez nous dire si vous entendez bien? Vous avez bien Tout va bien. Tout va bien, vous avez entendu le petit reportage. Alors, il y avait Zouheil qui est arrivé. Il est toujours là? Zouheil, non? Il est, on l'a. Bon, bah, je vois qu'on entend bien au niveau du son. Zouheil est venu, il est reparti. Il va revenir, hein, ça va bien se passer. Très bien. Bon, on va en profiter pendant que Zouheil n'est pas là pour parler de ce documentaire. C'est aussi l'objet de notre rencontre de ce soir. C'est Zouheil. Bonsoir Zouheil, docteur Zouheil Lehna. Comment allez-vous? Bonsoir. Alors, je suis un peu loin. Il est ça revient. Docteur Zouheil Lehna est connecté depuis la Turquie. Donc, bienvenue, docteur Zouheil. Donc, je vous ai présenté un médecin humanitaire depuis plusieurs dizaines d'années et chirurgien obstétrique, spécialiste justement dans tout ce qui est gynécologie, chirurgie obstétrique. Ah, Sylvie, ça va? Très bien. Tout va bien. C'est un peu archaïque comme système là. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Non, allez trouver Raphaël et Sylvie. Bonsoir. On fait des pas depuis un moment. Ça me fait plaisir de vous revoir. Ouais. Même chose pour nous. Nous avons les acteurs principaux du documentaire devant et derrière la caméra. Donc, merci à tous d'être là. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Sylvie, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez découvert le professeur Raphaël Pitti et son engagement avec l'UOCM France en Syrie et pourquoi avoir choisi de faire ce documentaire? En fait, je connaissais absolument pas Raphaël Pitti et je l'ai découvert un soir dans une émission politique, C'est politique, le dimanche sur France 5. Et j'étais assez... Je vais enlever mes écouteurs parce que j'ai un écho. J'étais assez stupéfaite et interpellée quand je l'ai vu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il me raconte? Et j'étais vraiment interpellée, j'ai même été choquée par ce qu'il me disait, par la description qu'il faisait de la Syrie et de la situation en Syrie. Et j'ai été tellement choquée que je ne pouvais pas rester en fait chez moi à ne rien faire. Et j'ai essayé de l'appeler le lendemain. Je lui ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je suis journaliste, je peux prendre des photos, je peux essayer de vous aider à témoigner. Je ne savais pas quoi faire, mais je voulais en tout cas l'aider parce que j'étais vraiment très sensibilisée par ce qu'il venait de dire et je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Donc, Raphaël, on a commencé à discuter et puis l'idée m'est venue de faire un documentaire en me disant c'est peut-être ma petite pierre à l'édifice, raconter ce qu'il fait sur place, quel est son engagement. Et c'est comme ça que ce documentaire est né et a vu le jour. Et voilà, c'était une très très belle aventure. Merci Sylvie. Raphaël, je vous renvoie aussi la question. Quand Sylvie Cozzolino est venue à votre rencontre et vous a proposé de faire ce documentaire, quel était le message que vous aviez envie de porter derrière la visibilité de votre parcours? C'est celui que je porte maintenant depuis 10 ans, c'est-à-dire
la nécessité qu'il peut y avoir dans un monde comme le nôtre de savoir s'engager. S'engager en tant que citoyen, bien évidemment, mais chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous paraît injuste dans ce monde, c'est de témoigner contre cette injustice et en même temps d'avoir un engagement actif et non pas simplement d'être assis sur une chaise et de regarder les choses en disant « c'est pas normal que cela puisse être, qu'est-ce que je peux faire, etc. » C'est souvent ce qui revient. Souvent dans les conférences que je peux faire où les gens disent « mais qu'est-ce que je peux faire ?» Quand Sylvie m'a proposé, j'ai d'abord entrevu cet aspect-là. Aujourd'hui, quand on me demande de faire une conférence pour des adultes, et je sais très bien que les adultes qui vont venir le soir sont des adultes convaincus. Et ça ne m'apporte rien de convaincre des gens qui sont convaincus. Si bien qu'aujourd'hui, aucun déplacement que je puisse faire, il y a encore 48 heures, j'étais à Verdun, je vais à la rencontre dans les lycées des jeunes de première et terminale pour leur dire ce monde d'aujourd'hui, en particulier aujourd'hui, ce monde du 21e siècle est un monde qui ne prend pas le bon chemin par rapport aux urgences auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Urgence climatique, bien évidemment, urgence sociale, urgence économique, urgence, etc. Un monde qui est en train de s'effondrer. Et il est nécessaire que nous changions ce monde et pour cela, il faut qu'on s'engage. J'avoue, Jeanne, que j'ai eu la même envie, c'est-à-dire que j'avais envie de transmettre ce choc et cette émotion que j'avais ressentie lorsque j'ai entendu Raphaël Pitti à la télé. J'avais envie que cette indignation se poursuive à travers ce documentaire. Ce qui est important aussi de dire, peut-être si on peut rappeler Raphaël Pitti, c'est que votre engagement aujourd'hui, il est beaucoup sur la Syrie et ça va faire l'objet de tout le webinaire de ce soir. Justement, on est là pour ça. C'est aussi de raconter que cet engagement, il ne date pas d'il y a 10 ans. C'est un engagement qui vous porte depuis plus de 30 ans, qui a commencé d'abord comme médecin militaire et comme médecin, tout court, j'allais dire. Si vous pouviez nous dire quelques mots sur… Parce que dans le documentaire, on parle un petit peu de ça. On voit les photos du professeur Raphaël Pitti, jeune, qui raconte son engagement. Bien, il est vrai qu'il y a une tradition dans le service de santé de l'armée française en particulier, qui date bien évidemment de l'époque coloniale, où en même temps le service de santé était très à l'écoute des problèmes de santé dans les populations. On peut voir que les grands noms, par exemple, de la médecine tropicale ont été inscrits par des médecins militaires, que ce soit la lutte contre le paludisme, la lutte contre la mouche tsetse, la maladie du sommeil ou d'autres parasitoses en particulier. Et donc, il y a une tradition très profonde dans le service de santé. Jamais aucune intervention que j'ai pu faire en Afrique ou ailleurs dans le monde, nos antennes médico-chirurgicales ont toujours été mises à disposition du public, toujours. Où que je sois allé, nous avons toujours travaillé au bénéfice en même temps, bien sûr, du soutien des militaires, mais au même temps de la population civile, dès lors qu'elle venait au niveau de l'antenne pour se faire soigner, nous avons toujours participé à les prendre en charge. Donc, on a une question justement de Aurore Martin qui dit que comment, en tant qu'homme, on passe de militaire à médecin militaire à médecin humanitaire. Quel est le lien, en fait, le lien? Il est celui-là en particulier. Il est celui que nous sommes d'abord des médecins. Et je ne vais pas refaire l'historique du service de santé de l'armée française, mais un médecin dans l'armée est un service qui n'est pas une arme. Nous ne sommes pas une arme, nous sommes un service à disposition d'eux. Et donc, de ce fait, nous n'avons pas le droit d'avoir autrement qu'une arme de défense. Nous n'avons pas le droit de participer éventuellement à des actions militaires. Nous accompagnons, nous prenons en charge, mais nous ne sommes pas militaires au sens propre du terme. Nous sommes un service de soutien sur le plan sanitaire des forces. Et c'est une tradition qui est très, très ancrée dans le service de santé. Et donc, nous restons des médecins et essentiellement des médecins. Très bien, merci pour les précisions. Dans le documentaire, donc, on voit très bien cet engagement pluriel humanitaire, que ce soit auprès des migrants à Metz et donc à l'international en Syrie. Comment justement s'est fait cette rencontre avec la Syrie, cette rencontre avec les soignants syriens et l'USM France, qui est l'ONG avec laquelle vous êtes responsable formation aujourd'hui?
Ça s'est fait tout à fait par hasard à la même époque, il y a plus de 9 ans maintenant. C'était dans ma voiture, je partais à Nancy où je travaillais dans une clinique. J'avais la responsabilité d'un service de réanimation et le matin à 7h30 dans ma voiture, j'ai entendu Ahmed Benhané, un médecin franco-syrien qui est un ami, qui parlait justement à France Culture de la situation qui était celle des médecins, des hôpitaux en Syrie, en disant qu'ils étaient ciblés systématiquement par les bombardements et que les personnels soignants qui étaient arrêtés étaient torturés, emprisonnés et même tués. Et donc, cela a créé en moi une forte indignation, une véritable colère. Et en fin de matinée, je me suis permis d'appeler une de mes amies pour lui expliquer justement, pour partager avec elle ce sentiment qui avait été le mien, où j'avais été profondément touché. Et elle m'a dit, mais c'est étonnant que tu me parles de cette association parce qu'ils viennent de sortir de mon bureau. J'ai leur numéro de téléphone. Ils sont venus me demander une subvention de 50 000 € pour acheter des sacs d'urgence. Et donc, j'ai eu le numéro de téléphone et je me suis à ce moment-là mis en contact avec l'USSM et je leur ai dit que j'étais comme Sylvie et comme tous ceux en disant qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, je suis médecin militaire, je suis spécialisé dans la médecine de guerre. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et j'ai dit je veux aller en Syrie et c'est ce qui s'est passé. Et l'engagement date de ce moment-là où je suis parti fin septembre 2012 en Syrie. Merci Raphaël. Et justement, pourquoi justement le fait de s'être engagé avec l'USSM France était si important et cette continuité sur 10 ans en fait, le fait que la Syrie elle est aujourd'hui au cœur de votre engagement, pourquoi ce choix dans la continuité en fait, d'être toujours là 10 ans, même 10 ans après en fait? Il est difficile pour moi dès lors que l'on s'engage. Je ne fais pas du tourisme humanitaire, je ne vais pas voir et puis je repars et je reprends ma vie tranquillement. C'est un engagement d'une vie parce que la guerre est toujours présente en Syrie, parce que mes collègues syriens sont tous les jours confrontés aux bombardements, sont tous les jours confrontés à une situation de crise humanitaire très importante, parce que la population est en situation de souffrance et je ne vois pas comment je peux, moi, aujourd'hui dire écoutez, je voudrais voir autre chose. C'est maintenant un engagement d'une vie, et c'est vrai, 10 ans, c'est un engagement d'une vie auprès de mes collègues syriens. En parlant justement des soignants syriens, donc un des protagonistes de ce documentaire qui est aussi très présent, puisque justement les voyages, une partie du documentaire se déroule durant une mission humanitaire de formation auprès de sages-femmes avec donc le docteur Zouhair Lehna, chirurgien obstétrique. Donc vous êtes aussi un médecin humanitaire depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous raconter vous aussi ce lien que vous avez avec la Syrie? À quel moment vous avez fait cette rencontre avec la Syrie et aussi avec l'USSM France pour vous engager dans cette formation des sages-femmes, des gynécologues en Syrie qui sont victimes de la guerre? En fait, mon engagement humanitaire date de plus de 20 ans maintenant. Et dans les théâtres de conflits, de crises, et souvent, comme je suis un obstétricien, je n'étais jamais en première ligne des urgences, en fait en deuxième ligne, pour plutôt travailler sur la santé de la femme, sur la protection de sa vie et de la vie du nouveau-né, et après pour pouvoir aussi faire des interventions. Et effectivement, j'ai suivi comme tout arabe le printemps arabe, qui est devenu un automne massacrant des peuples. Et cette tournure que j'ai commencé à voir en Syrie tout de suite après la Libye, en fait, m'a très vite interpellé et je voulais faire quelque chose dans ce pays. Donc, première fois, j'étais à un camp de réfugiés Zaatari qui est en Jordanie pour traiter les Syriens qui ont fui leur pays. Je suis resté 1 mois et justement, on a monté avec une ONG un hôpital, un centre d'accouchement dans l'hôpital militaire français. Donc, je confirme ce que dit Raphaël. Les militaires, ils sont là, les médecins militaires sont là pour la population. Et là, c'était une mission médicale dans ce camp pour traiter les gens, mais c'était chirurgical et psychiatrique, mais il n'y avait pas le pôle de la femme. Ensuite, après
mon voyage de Gaza, j'avais fait aussi une conférence et j'ai rencontré une amie. Je lui dis, écoute, moi j'aimerais bien rencontrer une ONG syrienne. Elle me dit, tiens, je connais une ONG qui s'appelle l'USSM, qui est très bien. Et elle m'a donné le numéro. Donc j'ai appelé, je suis tombé sur un collègue, sur le Maghrabi, qui était très accueillant et qui après m'a mis en contact avec Abaïd El-Mofti, ancien président. En fait, pour ça, en fait, comme dit Raphaël et Sylvie, en humanitaire, on ne vient jamais te chercher. C'est toi qui dois te mobiliser et dire qu'est-ce que je peux faire. Parce qu'il n'y a pas de salaire au bout, il n'y a pas de gloire particulière, il y a plutôt des risques et un bien-être qu'on ressent soi-même une fois qu'on est dans ces actions qui, si on le fait avec cœur et avec engagement permanent, ça doit se répéter. Si on fait du one-shot, eh ben, on fait du one-shot pour voir du monde et on revient. Ça, c'est un peu pour soi. Mais c'est vrai que ça fait c'est là où il y a la différence entre un engagement qui dure et juste de faire de temps en temps des missions un peu de partout en saupoudrant. Et bien sûr, en 2014, je suis allé sans Raphaël Pitti, je ne le connaissais pas, et j'ai vu une formation qui m'a paru un peu sortir des normes. Moi qui suis enseignant des sages-femmes depuis déjà 15 ans à ce moment-là, parce que depuis les années 2000, j'étais étonné par ce style nouveau. Et effectivement, je suis revenu, j'ai vu Raphaël, et tous les deux, il a adapté son savoir-faire, parce qu'il faut souligner qu'il est professeur en pédagogie. Il a une façon de faciliter l'information très adaptée à tous les milieux, et c'est ça qui fait en fait sa singularité et sa fierté de nous, qui soit notre ami et notre enseignant aussi. Et à ce moment-là, en fait, on a mis en place avec une sage-femme de Metz un système d'obstétrique d'urgence adapté de la médecine d'urgence. Et on a été une première mission en 2015 qui l'a beaucoup ému parce qu'on a fait l'enseignement à 8 mars. Donc, c'était très émouvant. Et ensuite, on a répété ceci. Et ce qu'on voulait faire, c'était pas que former des formateurs qui puissent faire le travail derrière nous. Et justement, on a bien fait parce qu'en 2017, on ne pouvait plus mettre les pieds en Syrie comme on a fait avant. Il faut dire que toutes nos entrées en Syrie étaient plus ou moins clandestines. On se faisait passer par les Syriens, on prenait beaucoup de risques. Raphaël en a pris un peu peut-être plus que moi parce qu'il allait même, après un bombardement, il allait être grièvement blessé, mais il s'en est sorti. Et en fait, depuis 2017, où cette frontière d'Idlib est fermée, les formateurs sur place dans tous les domaines continuent à former les gens. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, l'investissement de la connaissance n'est jamais perdu, parce qu'il continue. En fait, on peut amener une machine et la machine peut tomber en panne, mais quand on forme des gens à être meilleurs, c'est toujours un investissement qui prend du temps et qui nous sort des tripes, qui nous fatigue, parce que les journées qu'on passait ensemble étaient très fatigantes et très longues, mais en fait, ça rapporte bien sûr une richesse incroyable, parce que tous les humanitaires qui reviennent du terrain, quand ils font ça avec un grand cœur, ils reviennent riches. Et Sylvie peut en témoigner, parce qu'elle a passé avec nous un séjour incroyable février dernier dans la région du nord-est cette fois-ci. Et elle a vu un peu les rapports qu'on a avec les gens, et c'est un rapport de savoir et d'amour. Et j'insiste sur le mot amour, parce que l'amour du prochain, c'est ce qui nous élève, en fait. Et effectivement, on dit Zouher. Moi, j'ai eu la chance, l'immense bonheur de côtoyer Zouher et Raphaël. Et tout le monde n'est pas humanitaire. On ne devient pas humanitaire. C'est quelque chose qu'on porte en soi, une envie d'être, une empathie, un amour de l'autre, l'envie d'aider. Leur action est complètement désintéressée. Ils ne font pas ça pour le prestige, pour la notoriété, pour l'argent, comme l'a dit Raphaël. Zoé sont bénévoles. C'est vraiment quelque chose qu'ils portent en eux et ça se sent, on le voit dans le regard, dans l'attitude, dans les gestes envers les autres. Il y a une véritable humanité humanitaire, il y a humanité dans la racine de ce mot-là, mais elle est vraie, elle est sincère et elle est loyale, je le dis souvent. Leur engagement est loyal, c'est pas du one-shot, c'est pas une envie d'exotisme, c'est l'engagement d'une vie sur la durée, l'envie d'être avec les gens, l'envie de leur apporter quelque chose et d'obtenir aussi un peu en retour, je veux dire, cette humanité qui, finalement, ces liens entre les hommes, entre les cultures, entre les religions, qui doit nous unir.
Avant de redonner la parole à Raphaël, on va continuer justement d'aller rentrer en contact avec la Syrie, en fait, hein, qui est le fil rouge, hein, très concrètement, de ce documentaire. Je vous propose de regarder une vidéo qui présente justement les actions humanitaires de l'USM France et du professeur Raphaël Pitti à l'USM France. On ne veut pas voir parce que voir, ça nous impliquerait forcément à devoir agir. Alors, c'était la vidéo en fait qui traite des 10 ans du conflit en Syrie. Là, c'était pas forcément la bonne vidéo. Là, on va vous mettre la bonne vidéo qui justement présente les actions humanitaires. Bombardements, tués, blessés. Il n'y a pas le son. Destruction des hôpitaux, des écoles, déplacement de population, épidémie, malnutrition, pauvreté. La guerre n'est pas finie en Syrie. Plus que jamais, depuis 2011, l'UOSSM s'attache à sauver des vies et à alléger la souffrance des populations en Syrie et auprès des réfugiés qui affluent dans les pays limitrophes, Irak, Liban, Jordanie, Turquie. Des urgences de la guerre à la santé de demain. Chaque jour, les soignants de l'UOSSM apportent des soins médicaux à des femmes, des enfants, des hommes, dont la vie est menacée par ce conflit et ses conséquences désastreuses. C'est l'horizon de notre engagement, qui ne nous quitte pas depuis 2011. Plus de 7 millions d'actes de soins dispensés dans nos centres de santé primaires, nos cliniques mobiles, nos centres de soutien psychologique et de santé mentale, nos centres de protection de l'enfance et de lutte contre la malnutrition. Plus d'1,5 million de patients soignés au sein de notre hôpital Babalawa depuis 2013. Près de 30 000 acteurs de santé et soignants formés par nos équipes. Derrière ces chiffres, avant tout s'engage notre responsabilité. Dans sa vision de l'action médicale et humanitaire, l'UOSSM a choisi de s'inscrire dans une démarche de développement. Empowerment des femmes soignantes en Syrie. Énergie renouvelable, avec 2 hôpitaux équipés de 700 panneaux solaires. Gouvernance locale, avec le soutien à la mise en place des directorats civils de santé. Responsabilité sociétale de nos actions, en accord avec les standards ISO 9001 et ISO 26000. Transparence financière, avec la certification de nos comptes par la société Deloitte. Plaidoyer contre les attaques des hôpitaux et des soignants avec notre pétition sur change.org signée par près de 200 000 personnes. Parce que seules les grandes mobilisations ont le pouvoir de changer le monde, l'UOSSM a besoin de vous. Votre soutien et vos dons sont la condition d'une aide efficace et durable pour continuer ensemble à sauver des vies. Raphaël Pitti, donc cela fait 10 ans que vous êtes engagé en Syrie, 10 ans où on nous expose que la Commission européenne indique que la Syrie est la pire catastrophe humanitaire depuis 1945. Comment aujourd'hui on garde l'espoir? Comment aujourd'hui on continue d'agir 10 ans après? Et peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe vraiment en Syrie, qui le découvrent à travers le documentaire de Sylvie Cosolino, racontez-nous aujourd'hui cet engagement en Syrie et la situation sur place. On entend beaucoup. Le Covid a effacé la Syrie, bien entendu, de tous les médias, de toutes les actualités. Mais la Syrie aussi est impactée par le Covid, bien évidemment. Elle n'est pas exempte, elle n'est pas protégée par ses frontières. Mais la Syrie aujourd'hui, c'est une situation de catastrophe qui est bien plus pire que celle que nous avons connue en 2012, 2013, 2014, parce que le pays est détruit à plus de 60%, parce que les structures, le système sanitaire s'est complètement effondré, le système éducatif s'est complètement effondré, le système économique s'est complètement effondré. Et donc, il y a en même temps une destruction du tissu social, parce que vous avez sur 22 millions d'habitants,
6 millions qui sont à l'extérieur du pays, et 6 millions qui à l'intérieur du pays ne vivent plus chez eux. Ils sont tous déplacés pour essayer de fuir les zones de violence. Et donc, c'est un pays qui est meurtri, c'est un pays qui est martyrisé, qui aura subi toutes les violences possibles et inimaginables. Et encore maintenant, dans la zone de Dera, qui était tenue par les rebelles, la zone de Dera est totalement isolée. Elle est assiégée, c'est-à-dire que la population ne peut recevoir aucune aide alimentaire de l'extérieur et elle est bombardée tous les jours. Il reste encore 2 zones dans le nord du pays, 40% sont encore entre les mains des rebelles. Dans le nord-est, on ne peut pas dire vraiment le nord-est est entre les mains des rebelles, mais en tout cas dans une situation où le régime n'a pas le plein pouvoir dans cette zone, qui est le nord-est de la Syrie, et de nord-ouest, c'est la zone de Idlib, où il y a 4 200 000 personnes, dont 2 800 000 qui sont essentiellement des réfugiés, qui sont venus se protéger dans cette zone et qui sont complètement dépendants de l'aide humanitaire internationale. Mais cette aide humanitaire internationale, depuis 2019, est de plus en plus restreinte, puisque sur les 2 couloirs humanitaires qui approvisionnaient cette zone, il n'en reste plus qu'un seul, et celui-ci n'a été renouvelé que pour 6 mois. Au mois de décembre, il est sûr que les Russes vont complètement s'opposer au maintien de ce corridor humanitaire. Et une fois de plus, on va retrouver une zone qui sera complètement assiégée, où la population va tenter de fuir à la fois la violence et la faim. Donc, et là-dessus, j'ai parlé du Covid. Bien évidemment, là-dessus, il y a le Covid. Et en ce moment, dans la zone de Idlib, le Covid fait du ravage parce qu'il n'y a pas de service de réanimation, parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène, parce qu'il faut véritablement trier. Et il en est de même dans la zone de Raqqa où nous sommes allés il y a 2 mois maintenant avec Dr Ziad Alissa pour former une vingtaine de médecins à la prise en charge des patients Covid. Mais là aussi, les médecins nous ont dit qu'ils n'ont plus d'oxygène et qu'ils utilisent de l'oxygène industriel, c'est-à-dire un oxygène qui n'est pas pur, pour oxygéner les patients les plus graves. Donc, on est dans une situation économique qui est extrêmement difficile, mais je ne dis pas simplement pour les zones qui sont encore tenues par les rebelles, mais d'une manière générale, la Syrie est de surcroît impactée par la crise économique, la faillite des banques libanaises qui s'est complètement effondrée, et donc la Syrie subit en même temps un taux d'inflation énorme, puisqu'on échange $1 contre 4 500 livres syriennes, ce qui veut dire que les commerçants n'ont plus de dollars pour pouvoir acheter à l'extérieur, et on commence à manquer de tout à l'intérieur de la Syrie, et en particulier, bien entendu, des médicaments. Donc, c'est vraiment ce qui nous a conduit, avec Médecins du Monde, à demander une entrevue au commissaire européen il y a maintenant un peu plus d'1 mois et demi, où nous avons été leur expliquer à Bruxelles quelle était la situation de catastrophe humanitaire dans laquelle se trouvait ce pays. Et Raphaël Pitti, ce conflit a aussi quelque chose de très inédit, malheureusement, par rapport à d'autres conflits internationaux. C'est que les soignants, et le fait que vous soyez soignant et que l'USSM France soit une ONG portée par des médecins syriens et internationaux, c'est important parce qu'aujourd'hui, comme on le disait dans la vidéo, les hôpitaux sont bombardés, les soignants sont tués, torturés, et que soigner est un véritable défi, voire presque impossible dans le pays aujourd'hui. C'est effectivement une situation qui a été depuis 2012, depuis 2011 même, au moment des manifestations, lorsque les blessés des manifestations se présentaient dans les hôpitaux, le renseignement syrien venait chercher les blessés et arrêter les médecins pour les avoir soignés en disant vous essayez de les soigner et nous on essaye de les tuer. Et donc et les médecins bien entendu ont subi cette violence parce que qui soignait un manifestant devenait forcément aussi un rebelle. Et cela ne s'est jamais arrêté. Nous avons essayé de faire un plaidoyer, nous sommes déplacés, nous sommes allés aux Nations Unies, nous sommes allés à Genève, nous avons fait des tours, nous sommes partis aux États-Unis, nous avons visité plusieurs grandes villes pour essayer d'expliquer la situation aux soignants. Nous sommes allés en Allemagne, nous sommes allés en Italie même, nous sommes allés au Canada pour essayer de témoigner de la situation de ces crimes contre l'humanité, de ces crimes de guerre contre les soignants.
n'a jamais cessé. Moi, j'inviterai tous ceux qui nous écoutent maintenant à voir le film Pour Sama, qui montre bien la situation des hôpitaux pendant toute cette période de guerre que subit la Syrie. Alors, nous avons plusieurs questions, Raphaël, des participants. Donc, celle de Jérémy Bonissant qui dit « Ce documentaire est très positif afin d'interpeller, faire bouger, mobiliser. En revanche, est-ce que cela vous expose plus sur le terrain? Y a-t-il des risques supplémentaires pour vous par rapport à des actions en clandestinité complète ?» Je pense que oui, mais je pense que je suis déjà très marqué. Hein, j'ai beaucoup témoigné sur les médias français en particulier, beaucoup. J'ai témoigné auprès des hommes politiques en France, mais aussi à Bruxelles. Je l'ai dit tout à l'heure, aux Nations Unies, à Genève ou ailleurs. Je pense que, bien évidemment, je suis manifestement quelqu'un que le régime ne doit pas apprécier. Autre question de Lana qui dit « Bonsoir à tous, je suis syrienne, kurde, originaire d'Afrine. Qu'en est-il de la situation humanitaire au Rojava, Kurdistan syrien, la partie kurde de la Syrie ?» Oui, mais je l'ai dit, puisque c'est la zone où nous allons maintenant. Systématiquement, nous sommes dans le Rojava et bien évidemment, notre centre de formation est à Derik et nous allons dans toutes les villes du Rojava, de Tal Abyad à Kameshli, Tal Abyad. Nous allons aussi dans le sud, mais dans une zone qui est en dehors du Rojava. Nous sommes à Raqqa, nous allons à Alol. Bien évidemment, partout, l'USSM a ses centres médicaux, a ses maternités, ses centres dentaires. Et la situation est peut-être moins violente, dirons-nous, mais la situation humanitaire est la même, et je l'ai dit, dans l'ensemble du territoire syrien, et elle est aussi dans le nord-est de la Syrie. Oui, en effet, parce que votre engagement est celui de l'USM France, et à travers tout le pays, que ce soit dans le nord-ouest, à Idlib, qui a connu des mouvements de population massifs et des bombardements, et aussi dans le nord-est, qui aujourd'hui n'est plus sous État islamique, mais qui vit une totale crise humanitaire dans le nord-est du pays. Et justement, il y avait une participante qui posait la question, Martine Delamarre, qui disait « C'est un pays martyrisé et une population sacrifiée ». Oui, absolument. Je pense que ce sont ces mots qu'il faut retenir. Oui. Sylvie, vous avez suivi Raphaël et donc le docteur Zouhair Lehna dans le cadre d'une formation à la médecine de guerre auprès des sages-femmes et des gynécologues, donc à Derik, et vous êtes même allé à Raqqa pour le coup. Je crois savoir que c'était votre première fois dans le nord-est de la Syrie. Racontez-nous votre regard de journaliste dans ce pays en ruine, dans ce pays à l'aune de 10 ans de guerre qui vit une des pires catastrophes humanitaires depuis 1945. Racontez-nous votre regard à vous de journaliste et de réalisatrice. Sylvie, on ne vous entend pas très bien, ça coupe. Ah, Sylvie, là, le son n'est pas très… Je faisais un peu parallèle. Non, on n'entend pas. Allô, allô? Je ne sais pas quel est le souci avec le son. Je vous entends bien. Allez-y, si on peut réessayer. Je disais que c'est la première fois que je vais en Syrie. J'ai tendance à comparer à d'autres pays limitrophes que je connaissais à l'Irak. Et en fait, Sylvie, je pense qu'il faudrait peut-être essayer de se déconnecter, de se reconnecter, non? Éventuellement. Sylvie, là, c'est complètement haché. Malheureusement, on ne vous entend pas vraiment très bien. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas si on peut essayer de se déconnecter, reconnecter ou… Zouhair, est-ce que Zouhair est là? Alors, je vais profiter qu'il y a une autre question de Martine Delamarre qui demande au professeur Raphaël Pitti, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi on peut vraiment dire que c'est une population sacrifiée par rapport peut-être à d'autres victimes de conflits? Pourquoi le peuple syrien est complètement sacrifié depuis 10 ans?
parce que les enjeux géopolitiques et géostratégiques dépassent complètement la population syrienne. Tous les intervenants dans ce pays ont des intérêts qui leur sont particuliers et donc il n'y a pas de solution possible pour le peuple syrien à cause justement de tous ces intervenants extérieurs. La Russie tente de maintenir la Syrie sous son influence pour ne pas perdre les bases militaires qu'elle peut avoir en Méditerranée. L'Iran tente de créer un croissant syrien, un croissant iranien qui va de l'Iran, l'Irak, le sud de la Syrie jusqu'au nord du Liban, et ce qui leur permettrait comme ça demain d'être aux portes de la Méditerranée aussi. Et donc les Turcs eux veulent absolument pas qu'il puisse y avoir un État qui soit indépendant ou tout au moins autonome dans le nord-est de la Syrie des Kurdes, parce que ce serait une base arrière pour le PKK. Et donc chacun y voit son intérêt, et malheureusement pour le peuple syrien, ils sont dans une position géostratégique qui ne facilite pas la possibilité d'avoir une solution politique qui sera acceptable sur le plan international. On est dans ça. Et donc, le peuple syrien est un peuple sacrifié. Et ce qui est important aussi de préciser, peut-être pour rebondir, Raphaël, sur ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, d'où l'importance du travail de l'USSM France et votre engagement, c'est que la santé est portée par la médecine humanitaire. Ce sont les organisations humanitaires qui mettent en place aujourd'hui en Syrie les soins de santé quotidiens, d'urgence. Ce n'est pas que de l'urgence, on est vraiment dans de la médecine. Le docteur Zouheir Lehna, qui est là aussi, pourra nous le dire sur l'accouchement. D'ailleurs, il y a alors je ne sais pas si on spoil ça, Sylvie, dans le documentaire, il y a une merveilleuse scène qui justement redonne espoir sur un accouchement dans le nord-est du pays. Absolument, c'était dans une petite maternité à Al-Houl. Je crois savoir d'ailleurs, Raphaël pourra peut-être le confirmer, que cette maternité était menacée de fermeture. Je ne sais pas où en est ce dossier. Mais pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai éprouvé une infinie tristesse en fait en Syrie. Je ne m'attendais pas à ça. Je connaissais l'Irak, je faisais un peu le parallèle. C'est une erreur, la Syrie, c'est un pays qui est détruit, c'est une population qui souffre énormément. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de système de santé. Les enfants sont dans la rue, on voit qu'ils souffrent de malnutrition. Je crois qu'à Caracas, c'est 80% des enfants qui souffrent de malnutrition. Donc une infinie tristesse en voyant ce paysage dévasté, parce qu'on se demande comment reconstruire et par où reconstruire. Et en même temps, il y a une envie de vivre, une résilience. Et je prends pour exemple cette des sages-femmes, des obstétriciens. Ces femmes avaient vraiment envie d'apprendre. Elles étaient enthousiastes, heureuses d'être là. Elles nous ont dit qu'elles n'avaient pas eu de formation pendant les 10 ans de guerre, bien évidemment. Mais il y a une envie de vivre qui est plus forte que tout. Et ça redonne de l'espoir. Effectivement, ça redonne de l'espoir malgré les bombardements, malgré la destruction. Il y a cette force de vie qui, à mon sens, est la plus forte. Et il y a cet événement, évidemment, la naissance de la petite Amal. Je crois qu'elle s'appelle Amal, hein, Raphaël. Non. Non, tu as suggéré qu'elle s'appelle Amal. Ça veut dire Amel. Arabe, c'est ça? Amel. Mais c'est un moment magique au milieu de la destruction et au milieu du malheur. Voilà, c'était très, très beau, effectivement. Nous avons un témoignage assez fort de Shifa Hiba, qui dit « Merci au docteur Pitti de tout ce qu'il fait pour les gens en Syrie ». Alors, je vais retranscrire ces mots et Raphaël, je vous laisse répondre. « J'ai honte. Moi-même, médecin syrienne, j'ai quitté le pays. Elle dit par manque de courage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ?» Donc, c'est une soignante syrienne qui se désole de ce qui se passe dans son pays, qui malheureusement a dû fuir la guerre, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un élément important, c'est qu'il y a il y a la moitié de la population qui est partie de chez elle, dont de nombreux médecins qui n'ont pas pu faire autrement. Je sais pas, je vous laisse lui répondre, Raphaël. Je pense qu'au travers du film, pour Sama, on peut comprendre pourquoi les soignants ont fui le pays aussi. Parce que quand ils partaient le matin à l'hôpital, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir revenir le soir chez eux. Vraiment, ils ne pouvaient pas sûr, parce que les hôpitaux étaient systématiquement ciblés. Nous avons même, avec l'USSM,
mis un hôpital dans une mine souterraine désaffectée, persuadé que cet hôpital ne pourrait pas être détruit par les bombardements. En fait, il l'a été par des missiles téléguidés anti-bunkers utilisés par les Russes qui peuvent descendre jusqu'à 17 mètres sous terre et imploser. Et cet hôpital a explosé aussi à son tour. Lorsque nous avions un hôpital qui était bombardé et que nous cherchions un autre endroit où nous positionner, d'abord, il fallait le courage de tous les soignants pour aller dans les décombres, pour récupérer tout ce qui pouvait être encore utilisable, pour pouvoir ensuite le réinstaller ailleurs. Les populations, quand ils savaient que ça allait être un hôpital qui allait être reconstruit, en tout cas remonté dans la zone, alors ils venaient dire non, non, pas d'hôpital à côté de nous, parce qu'ils savent bien évidemment que l'hôpital est systématiquement ciblé. Donc, moi, j'ai toujours compris qu'on puisse fuir le pays. Bien évidemment, j'ai toujours compris cela. Et à un moment donné, nous finissions par manquer de compétences. On manquait de chirurgiens dans toutes les spécialités, on manquait de médecins, on manquait d'obstétriciens, on manquait d'infirmiers. Et donc, l'USSM s'est attaché dans la formation à combler ce manque pour maintenir justement des structures sanitaires. Et nous avons formé des infirmiers, nous avons formé des sages-femmes, nous avons formé aussi des chirurgiens, des étudiants en médecine à la chirurgie de guerre, avec le docteur David Knott, chirurgien anglais. Donc, à chaque fois, nous avons essayé de nous adapter pour essayer de maintenir un système de santé qui puisse permettre de fixer en même temps les populations pour les rassurer. Et aujourd'hui encore, nous ne faisons que répondre à l'urgence qui survient. Mais les pathologies chroniques en Syrie ne sont pas prises en charge. Et on meurt de diabète, on meurt d'insuffisance rénale, on meurt d'hypertension artérielle, on meurt d'infarctus du myocarde en Syrie. On évalue globalement à plus de 1,5 million de morts directement, secondaires, bien évidemment, l'effondrement du système sanitaire en Syrie. Mais je peux très bien comprendre mes collègues syriens qui, à un moment donné, ont décidé de partir avec femmes et enfants. On n'imagine pas ce que ça peut être, cette prise de décision. De partir, on ne le fait jamais de gaieté de cœur. C'est une véritable déchirure, une véritable souffrance. On ne choisit pas l'exil et de partir de chez soi parce que, voilà, parce qu'il faut le faire. Je veux dire, c'est une question de vie. Et c'est souvent la mort dans l'âme que les gens le font. Et quand ils arrivent à l'étranger, quand ils arrivent en France ou ailleurs, la vie est terrible. Moi, je connais beaucoup de Syriens qui sont... J'habite à Lyon, je vis à Lyon, je travaille à Lyon, qui vivent ici et qui regrettent énormément leur pays, mais qui n'ont pas eu le choix. C'est une vraie souffrance, c'est une vraie déchirure. Voilà, donc on peut le comprendre. On peut comprendre tout cela. Bien sûr, bien évidemment, c'est le cœur du travail à l'USSM France, c'est de soutenir les soignants syriens, qu'ils soient en Syrie ou en France, à l'international, et soutenir ces soignants, ces héros de guerre. Et donc, justement, une bonne transition pour accueillir le docteur Ziad Alissa, qui nous rejoint, qui est anesthésiste réanimateur et président de l'USM France, Union des organisations de secours et soins médicaux, donc l'ONG médicale qui agit en Syrie pour soutenir les médecins et mener des actions humanitaires. Et donc, vous avez cofondé cette ONG et vous êtes aujourd'hui, on dit souvent ça, le binôme avec Raphaël Pitti pour la formation qui a permis la formation de dizaines de milliers de soignants en Syrie. Bonsoir, docteur Ziad. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, nous parlions de la situation assez terrible en Syrie. Maintenant, Shifa Hiba et d'autres personnes dans le chat demandaient que peut-on faire? Que peut-on faire aujourd'hui pour la Syrie? Comment garder espoir et comment vous voyez l'avenir? Je pose la question à Raphaël Pitti, mais aussi au docteur Ziad Alissa qui nous a rejoint et qui pourra nous dire, lui qui tente de continuer à mettre en place des programmes malgré les difficultés. Ça, je pense qu'on peut aussi en parler, de l'entrave humanitaire en Syrie. C'est pas simple d'agir en tant que médecin. Je vous laisse la parole, Raphaël, Ziad. Ziad. Bon, déjà, je m'excuse parce que bon, je vous rejoins un petit peu tardivement.
Moi, je pense que les actions de l'USSM France en Syrie, c'est des programmes qui ont été mis en place justement pour soutenir nos collègues à l'intérieur de la Syrie. Tout à l'heure, vous parlez de faire tout pour stabiliser les gens, que ses collègues restent à l'intérieur de la Syrie, c'est important. Et c'est vrai que lorsque on fait les allers-retours avec Raphaël, avec Zouhair, et on passe des journées à l'intérieur de la Syrie avec nos collègues là-bas sur place, on voit l'importance de stabiliser ces zones-là à l'intérieur de la Syrie. La stabilisation de ces zones-là, c'est la seule chose qui va permettre à nos collègues là-bas à continuer à travailler, à la population à l'intérieur de la Syrie de rester chez eux. Oui, je comprends bien que les Syriens qui fuient la guerre en Syrie et qui se trouvent partout dans le monde, en Europe, ou même aux États-Unis, au Canada, ou dans les pays limitrophes de la Syrie, peut-être la moitié parmi eux, ils ne se sentent pas bien parce qu'ils ont quitté chez eux et ils ne sont pas à l'habitude de vivre dans les pays que, surtout ceux qui n'ont pas arrivé à refaire une deuxième vie. On voit quand même peut-être la facilité de l'intégration pour les jeunes et on sait que les jeunes, normalement, la plupart des jeunes Syriens quittent la Syrie soit pour faire leurs études, soit pour travailler et retourner. Justement, c'était mon projet, moi, après que j'ai fini mes études ici en France, mon projet, c'était de retourner en Syrie. J'ai acheté ma maison, j'ai acheté un autre cabinet pour ma femme, et c'était, le projet, c'était de rentrer comme la plupart des Syriens. Malheureusement, avec la guerre, on n'a pas pu continuer ces rêves-là. Et c'est là où, lorsqu'on voit quand même les Syriens qui quittent la Syrie, on voit la difficulté de revivre, de refaire une deuxième vie, et surtout pour les gens à partir de certain âge, surtout pour les gens qui sont déjà bien installés chez eux, qui ont fini leur cursus, qui ont commencé à travailler, qui ont rentré dans la vie active. Ces gens-là, pour refaire une deuxième vie, c'est difficile. Peut-être c'est plus facile pour les jeunes qui viennent pour faire un programme, soit faire les études, soit continuer leurs études. Et c'est pour ça, c'est très important de stabiliser les zones à l'intérieur de la Syrie pour que ces gens restent là-bas chez eux. Et pour faire ça, c'est à travers de programmes, à travers de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, maintenant, en Syrie, on parle de 10 ans quand même de cette guerre-là. C'est fini l'aide humanitaire d'urgence. Bon, c'est fini entre parenthèses. De temps en temps, on entend des bombardements. De temps en temps, de nouveau, on a des gens malheureusement qui souffrent, qui ont besoin d'aide directe. Mais globalement, l'aide d'urgence qui était au début, là maintenant, a changé. On a besoin quand même de l'aider autrement. On a besoin quand même de l'aider à la stabilisation. Lorsqu'on parle des structures médicaux, et là je parle de programme de l'USSM France, soutenir les hôpitaux, soutenir les centres de soins primaires, soutenir les centres de dialyse. On parle de la formation avec Raphaël, avec Zouhair, cette formation qui permet quand même, qui a permis et qui permet toujours d'avoir des jeunes là-bas avec une expérience, avec un savoir-faire. Parce que lorsqu'on parle de programme, lorsque je parle de centre de dialyse, lorsqu'on parle d'une maternité, lorsqu'on parle d'un hôpital, lorsqu'on parle des centres de vaccination pour les enfants, lorsqu'on parle de santé mentale, bien évidemment, on a besoin de ressources humaines pour travailler. À partir de l'aide-soignant, à l'agent, l'infirmière, la sage-femme, les médecins, ces ressources humaines, on les trouve où? À l'intérieur de la Syrie. Et ces dernières 10 ans, vu quand même qu'il y a peut-être là maintenant, les gens qui suivent les infos de la Syrie, ils pensent que c'est bon, la vie est revenue à la normale. Il faut quand même savoir que la Syrie, la géographie de la Syrie, lorsqu'on prend la carte de la Syrie,
C'est pas partout pareil. C'est pas partout pareil. Nous, on parle et on intervient et on travaille dans les zones que Damas, elle n'arrive pas à arriver jusqu'à là-bas. L'aide humanitaire, ces zones-là, elles dépendent complètement de l'aide humanitaire à travers les frontières. À l'intérieur de la Syrie, c'est difficile d'y accéder. Suite à la guerre, suite à des problèmes à l'intérieur, suite à toutes ces nouveaux frontières qu'on trouve à l'intérieur de la Syrie. Donc, à travers ce programme-là, on travaille pour la stabilisation de ces zones-là. Voilà, c'est ça le message. Oui, c'est-à-dire qu'après 10 ans de guerre, la situation humanitaire… Elle parlait de l'hôpital de Raqqa. Je trouve que c'est assez exemplaire de ce qui a été fait, de ce qu'on a pu visiter, nous pu voir, de ce qu'a fait l'UOSSM dans le nord-est de la Syrie, l'hôpital de Raqqa, Raphaël, avec cette manque du sang, avec cet hôpital qui commence à se reconstruire, alors qu'il était bombardé et en ruine. Oui, d'ailleurs, je voudrais dire aux participants, donc notre webinaire se termine à 20h. Donc, nous allons rester échanger avec Sylvie, Zouhair Lehna, à qui je vais redonner la parole, et Ziad Alissa, et que Raphaël Pitti va pas tarder à nous quitter. Mais si vous avez des questions en direction du professeur Raphaël Pitti, n'hésitez pas à les poser. Il reste encore quelques minutes où il est présent, donc je vous invite à les poser très rapidement dans le chat. Nous aurons d'autres occasions, bien sûr. Et donc, Raphaël, justement, pour… alors, Sihem Djebi qui dit « Pas de questions, mais un immense merci ». Donc, Raphaël, voilà, aujourd'hui, cette stabilisation, cette urgence humanitaire qui continue en Syrie, est-ce que vous pouvez encore nous en dire quelques mots avant de nous quitter ? Et qu'est-ce qu'on peut faire, hein? C'est aussi une des questions que posent les personnes sur le chat. Donc, soutenir financièrement, mais ils demandent qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Voilà. Voilà. Quel est votre message aujourd'hui? Nous soutenir financièrement, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important parce qu'au même temps, le soutien institutionnel, celui qui vient du centre de crise français ou celui qui vient d'Europe, est en baisse. Maintenant, ils mettent en avant la crise économique et ils mettent en avant le fait qu'il n'y a pas que la Syrie, qu'il y a aussi le Yémen, qu'il y a l'Afghanistan, etc. Tout ça pour nous faire comprendre que nous n'aurons plus de subventions aussi importantes que nous avons pu l'avoir. Et donc, ce qui n'est pas sans nous poser un problème, puisqu'on nous a fait entrevoir que la maternité, par exemple, de Halol, dont parlait Sylvie, pouvait être condamnée et que nous serions peut-être obligés de la fermer. Et donc, là, nous avons un vrai souci. Et d'où la nécessité de sensibiliser à la fois les grandes institutions, mais aussi, bien évidemment, tous nos donateurs en leur disant « Aidez-nous, continuez à nous aider parce que nous en avons vraiment besoin ». Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je disais tout à l'heure qu'il faut vraiment qu'on s'intéresse à deux choses. Tout d'abord, à mettre à niveau les médecins. Jusqu'à présent, nous n'avons fait face qu'aux urgences et nous continuons à faire face qu'aux urgences. Au sens des urgences, bien sûr, qui sont saisonnières, devant un enfant qui a la grippe ou devant un enfant qui a une appendicite, etc. Ça reste des urgences de l'ordre de ce qui est naturel et normal. Par contre, il y a toutes les pathologies chroniques. Et là, je disais combien beaucoup de gens meurent par défaut de soins, par défaut de prévention, par défaut de suivi de ces maladies. Et donc, il y est vraiment très, très important que nous puissions essayer de remettre sur pied un système sanitaire, un système de santé qui permette de prendre en charge aussi ces pathologies chroniques. Et de ce fait, nous, dans la formation actuellement, nous tournons notre formation vers la remise à niveau, vers la formation médicale continue. La dernière fois, nous sommes partis avec Zouhair. C'était justement pour remettre à niveau les sages-femmes, pour leur expliquer comment aujourd'hui on prend en charge les complications de la grossesse au premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, et comment on prend en charge une détresse chez le nouveau-né. Et donc, c'est vraiment ce qui nous oriente maintenant de vouloir essayer de participer à la création d'un système sanitaire qui permet de prendre en charge ces pathologies chroniques. Une question d'Isabelle, je voudrais savoir… Alors, il y a deux questions, je vais vous les dire toutes les deux. Question d'Isabelle qui demande « Je voudrais savoir si l'UOSSM collabore avec les White Helmets, les casques blancs.
s'il vous plaît. Et qui peut arrêter la menace du veto russe quant au renouvellement du dernier couloir d'aide humanitaire de Samia Arab. Raphaël, je vous laisse la parole comme vous n'allez pas tarder à partir. Comme ça, Pour le dernier couloir humanitaire, c'est ce que nous avons fait à chaque fois, c'est-à-dire que nous sommes montés au créneau et nous avons développé des plaidoyers, écrits à Emmanuel Macron, écrits au niveau européen, demandé à être reçus. Nous essayons de toutes les manières possibles et inimaginables de faire une pression sur nos gouvernements pour infléchir la position de Poutine en particulier et de la Chine, bien sûr, qui ne fait que suivre les positions des Russes. Et donc là, il faut qu'on s'attende bien évidemment au mois de décembre à repartir au créneau pour alerter les médias, pour alerter le gouvernement sur ce qu'il adviendrait si ce couloir humanitaire n'est pas renouvelé. Et donc on le fera dès le mois de fin novembre. Je pense qu'on remontera au créneau pour prévenir de ce que serait la fin de ce corridor humanitaire. Ça me paraît très... Pour la collaboration avec les casques blancs, nous l'avons eu de manière très forte puisque nous avons participé à leur formation aux casques blancs. Il n'y avait absolument pas, il n'y avait pas de service civil qui permette lors des bombardements, des explosions, etc., d'aller chercher les victimes sur le terrain. Et donc, il apparaissait nécessaire de former des ambulanciers, des secouristes pour aller prendre ces victimes. Il faut savoir qu'en situation d'explosion comme ça, de terrorisme, 50% des victimes meurent de la première heure d'asphyxie ou d'hémorragie. Et donc, si nous voulions sauver du monde, il fallait former des hommes à avoir le courage de partir parce que c'était extrêmement dangereux. On évalue à peu près à plus de 180 le nombre de secouristes qui sont morts pour avoir porté secours. Et de plus, il y a un véritable acharnement du régime à essayer à déconsidérer ces casques blancs, sous prétexte qu'ils travailleraient essentiellement ce serait le système sanitaire des rebelles, ce qui est faux, et nous sommes là pour en témoigner. En tous les cas, nous pouvons témoigner du courage de ces hommes qui vont, chaque fois qu'il y a une explosion, qui vont sur le terrain au risque eux-mêmes d'être bombardés. Et donc aujourd'hui, nous n'avons plus tellement de relations avec eux, si ce n'est que lorsqu'ils viennent dans nos hôpitaux et qu'ils nous amènent les victimes. Merci Raphaël. Donc, est-ce que vous avez peut-être un mot plus général aux participants? Donc, avant de nous quitter, je tiens à dire que c'est pour une réunion de coordination sur la question des migrants. Donc, Raphaël, sur toutes les indignations, sur tous les fronts. Comme toujours. Mais restez avec nous, hein, le docteur Ziad Alissa, Sylvie Cosolino et le docteur Souhail sont toujours là. Donc, je vous invite vraiment à rester avec nous pour qu'on puisse continuer à parler de la crise humanitaire en Syrie pour cette dernière demi-heure. Donc, Raphaël, donc un mot juste avant de nous quitter peut-être. Merci à vous tous qui avez accepté de venir de nous écouter en tous les cas. Et merci de votre soutien, merci de votre ténacité à nous soutenir durant toutes ces années. Il est vraiment très important que nous gardions cet esprit de solidarité aujourd'hui plus que jamais. Merci encore une fois. Merci à vous tous. Alors, sachez que nous allons bien sûr vous tenir informés. Nous allons continuer de parler avec l'USM France qui vous enverra les actualités. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur le site www.usm.fr. pour être justement tenu au courant de la situation donc, en Syrie. Je vais donner maintenant la parole au docteur Ziad Alissa pour nous parler d'un sujet très important qu'on évoque peu. C'est la question de la famine qui touche aujourd'hui la Syrie et qui est inédite. La Syrie, il n'y avait pas de malnutrition et de famine avant la guerre. Aujourd'hui, elle est bel et bien présente et l'USM France a mis un programme de lutte contre la malnutrition en Syrie. Oui, justement, cette histoire de la famine, au début, nous, on n'a pas croyé qu'on va arriver à ce point-là. On sait quand même que la Syrie, c'est un pays qui était un pays moyen, hein, ni pauvre ni riche, et les gens vivaient... Bien sûr, il y a de tout, il y a des pauvres, il y a des classes moyennes et des riches, mais tout le monde arrive à manger. On n'avait pas de problème
d'avoir la nourriture en Syrie. Donc, c'est pour ça, lorsque moi, par exemple, je faisais mes études universitaires à l'hôpital d'Alep, entre 1985 jusqu'à mon arrivée en France en 1999, et pendant toutes ces années-là, là-bas, lorsqu'on voit, par exemple, dans le polyclinique, dans les consultations, les enfants qui viennent, qui sont malnutris, c'est rare. Et c'est souvent, on voit ça dans vraiment les quartiers très pauvres où les gens, quand même, qu'il y a des problèmes sociaux ou vraiment les villages très abandonnés. Et c'était très, très rare. Et nous, on travaillait avec des équipes dans les hôpitaux universitaires, justement pour lutter contre cette malnutrition qui était rare. Il y a beaucoup de campagnes pour quand même parler de ça. Et en général, les gens trouvent facilement à manger. Malheureusement, là, suite à toutes ces années de guerre et ces déplacements des populations qu'on le trouve là maintenant, surtout les déplacés à l'intérieur de la Syrie, on a commencé quand même à rencontrer des problèmes au début de malnutrition. Qui était moyen, mais de plus en plus, on voit ça de façon quand même claire. Et là, on arrive à détecter tous les problèmes qui viennent avec la malnutrition. On sait la plupart de maladies infantiles viennent de la malnutrition. Soit on parle de malnutrition chez les enfants, soit chez les mamans, parce que les mamans qui l'ont malnutri, ils ne vont pas arriver à allaiter les enfants. Et ça, c'est ce qu'il répète, docteur Zoher, qui est avec nous toujours pendant les cours, lorsqu'on parle de l'accouchement et d'allaitement. Et c'est toujours, on essaie de sensibiliser les gens à bien manger, surtout les jeunes mamans, pour allaiter leurs enfants. Le problème de malnutrition, on a commencé à détecter parce que nous, à l'UFSM France, on a des centres de soins primaires. Et justement, dans les centres-là, il y a des pédiatres, et il y a des sages-femmes, et il y a des généralistes qui reçoivent les enfants malades. Et lorsque l'on commençait quand même à détecter qu'il y a quand même un état de santé faible chez les enfants-là, là, on a mis des programmes pour vraiment détecter la nutrition, et nous étions surpris avec les résultats qu'on a eus. On voit quand même que de plus en plus, il y a des enfants malnutris parce que les conditions de vie à l'intérieur de camps de réfugiés, à l'intérieur de la Syrie, c'est très grave. C'est pas comme les déplacés syriens dans les pays limitrophes ou ailleurs. On sait que les Syriens qui l'ont quitté la Syrie, qui l'ont dans les pays limitrophes de la Syrie, une fois ils l'ont inscrit à l'HCR, ils ont quand même un statut de réfugié. Et ce statut-là, ça permet quand même d'aide humanitaire qui vient avec un carte qui peuvent recevoir quand même un colis alimentaire chaque mois. Malheureusement, à l'intérieur de la Syrie, ce n'est pas le cas. À l'intérieur de la Syrie, déjà parce qu'ils n'ont pas le statut de réfugié, il n'y a pas d'HCR, il n'y a pas quand même des gens qui classent ces gens-là pour quand même l'aide alimentaire de façon régulière. Donc, c'est simplement les associations humanitaires comme les nôtres. Nous, on travaille dans le milieu médical. Et il y a des autres associations qui travaillent quand même pour l'aide sociale en général. Et c'est vrai qu'il y a des colis alimentaires, c'est vrai qu'il y a des associations qui travaillent sur ça, mais jusqu'à maintenant, je pense qu'il y avait vraiment un gap, c'était pas suffisant. C'est pour ça on commence à voir quand même tous les problèmes de santé qui viennent avec la malnutrition. On voit les enfants faibles, on voit les enfants à l'âge scolaire qu'ils n'arrivent pas à concentrer comme il faut. On voit quand même, lorsqu'on s'approche de l'hiver, là maintenant on s'approche de l'hiver le mois prochain, les maladies qu'on voit partout dans l'hiver, le grippe simple chez les enfants, on voit quand même que les enfants malnutris, ils vont souffrir plus que les autres. On a là maintenant un programme avec Raphaël qu'on va l'appliquer le mois prochain pour détecter aussi le problème des visions chez les enfants, le problème de concentration. Donc, cette famille qui était masquée au début, là maintenant, on le voit de plus en plus. C'est pour ça, nous, à l'UFSM France, on a mis ce programme-là. Et tous les centres de l'UFSM France à l'intérieur de la Syrie, lorsqu'ils reçoivent des enfants, ils font les tests
pour voir le degré de la malnutrition et de la traiter. Merci beaucoup Ziad. Alors Zouhair, qui avait une connexion un petit peu instable, avant de redonner la parole à Sylvie, je voudrais juste voir si Zouhair nous entend. Docteur Zouhair Lehna, est-ce que vous êtes là? Oui, je vous entends. D'accord. En fait, c'est que d'accord, la vidéo est désactivée depuis quelques minutes, plusieurs minutes même depuis tout à l'heure. C'est pour ça que bon, on va vous faire réagir. Justement, on parlait de formation, on parlait des femmes soignantes en Syrie. Vous, ça fait donc depuis le début de la guerre que vous formez des femmes sages-femmes, gynécologues. Qui sont en réalité au cœur de la guerre. Comme vous l'avez dit au début, on pourrait croire que la maternité ou la gynécologie n'est pas concernée par la guerre, mais en réalité, elles sont en plein dans une médecine de guerre en tant que gynécologue. Et donc, on vous voit dans le documentaire, et vous êtes vraiment partie prenante, faire cette formation à la médecine de guerre avec le professeur Pitti. Raconte-nous un peu cette spécificité peut-être de la gynécologie, de l'obstétrique en Syrie. En fait, sans la femme, il n'y a pas de résistance. Aucun pays, il n'y a pas d'hommes qui peuvent résister s'il n'y a pas des femmes derrière. Et donc, la femme fait partie prenante intégrante de toute résistance. Et si la femme elle est fatiguée, bombardée, sa maison est détruite, donc elle va tout faire pour partir. Et si la femme, elle part, la famille s'écroule et les hommes ne résistent plus. C'est pour ça que attaquer les maisons, attaquer les écoles, attaquer les maternités était quand même une stratégie payante, vu que la moitié de la population syrienne est blessée. Alors nous, comme dit Ziad, on va pour ceux qui restent. Parce qu'il y a des gens qui restent, soit par courage, soit par résignation, soit par résistance. Il y a différents types de personnes. Et ceux-là, on essaie de les aider à résister. Donc, au niveau sage-femme, on a eu beaucoup qui avaient des diplômes et qui restaient parce que leur vie était là-bas. Il y en avait pas mal qui n'avaient pas de diplôme et qui avaient besoin d'être formés parce qu'ils se sont très vite été lancés dans le métier de sage-femme par compétence, ou ils ont envie pour aider à son sage-femme. Et il y a aussi les gynécologues femmes, dont plusieurs qu'on a formées étaient étudiantes pendant le début de la crise et la guerre ensuite en 2011 et qui n'ont pas pu finir leur cursus, qui avaient peur de rester dans des capitales syriennes venues par le régime, parce qu'à un moment donné, on attrapait tous les médecins et il y avait en fait beaucoup d'injustice. Et beaucoup de médecins ont été donc pris, soignés. Et pour les femmes, c'était pire parce qu'ils pouvaient être emprisonnés, voire violentés sexuellement. Donc, ils préféraient avoir ce savoir même limité et rendre service. Et quand bien même ils ont rendu service, ces femmes qui avaient juste 2-3 ans de spécialité et qui, sur le tas, pouvaient gérer des grandes urgences, alhamdoulilah, on a pu être sur place pour, à la fin des formations de sage-femme, j'ai pu être dans les blocs opératoires dans différents hôpitaux pour accompagner justement ces jeunes gynécologues à être plus performantes. On garde même des contacts avec elles une fois que je pars du pays via WhatsApp. Ils peuvent m'envoyer des cas ou demander des questions. Et ça leur a permis vraiment de rendre service à cette population restée sur place, d'autant plus qu'à un moment donné, surtout la région d'Idlib est devenue une prison fermée après la construction du mur qui la sépare de la Turquie, et plus personne ne pouvait partir. Donc les gens restaient juste là, entourés par le mur, par le nord, et des frontières, des checkpoints où il y a le régime par le bas. Et voilà, donc la participation… Zouhair, si je peux rebondir, nous avions organisé il y a quelques années une conférence avec justement pour parler de votre action au sein de l'USSM France, et il y avait la gynécologue Zeynep qui était donc dans la région d'Idlib, qui racontait qu'elle avait 100 consultations
par jour. Oui. Et donc, vous avez formé Zeynep. Vous pouvez nous raconter un peu ce travail avec Zeynep, par exemple, et 100 consultations par jour, c'est énorme. Ça n'existe pas, je pense, en France ou en Europe, d'avoir autant de consultations en une seule journée. C'est une charge de travail immense parce qu'en fait, il faut dire que la région d'Idlib est une région conservatrice. Mais tant qu'il est sous l'emprise de Ahrar Sham qui sont aussi très conservateurs, les femmes ne consultent que les femmes. Moi, comme homme, je pouvais donc voir les cas de chirurgie, mais pas de consultation normale, ni d'accouchement, sauf les cas un peu compliqués. Donc, les femmes médecins, ils ont sur elles une pression énorme. Il ne faut pas oublier qu'elles sont aussi mères de famille, épouses et donc gérantes d'un foyer. Donc, ils ont des journées à rallonge qui commencent à 6 heures du matin pour préparer le repas, arriver à leur cabinet, faire des consultations et être appelés entre-temps pour faire des césariennes. Et en fait, c'est des journées qui n'en finissent pas. Zeynep est toujours là. Il y avait aussi avant elle Farida, qui était la seule gynécologue à Alep, qui après travaillé à Dana, maintenant elle est sortie du pays. Et Zeynep était quand même. La dernière gynécologue d'Alep. En 2016, il y avait une gynécologue à Alep pour toute la population. C'est ça. Pour 400 000 personnes. Et donc, en fait, pour dire que beaucoup de femmes ne sont ni suivies, c'est un luxe. Suivre une femme sur une grossesse, c'est un luxe. Mais les gens, quand même, les Syriens, ils avaient l'habitude d'être pris en charge sanitairement d'une façon assez correcte. Et c'est une population qui est éduquée pour la plupart d'entre elles. Et donc, ils avaient un système de soins. Malheureusement, tout ça s'est écroulé. Notre présence a permis un peu de le maintenir. Et je pense que l'action sur place aussi, elle est due au médecin syrien qui lui-même, il est bien. Donc, il avait besoin d'un coup de pouce pour se débrouiller. Cette crise, s'il n'y avait pas des acteurs locaux sur place, au niveau de la médecine, au niveau des soignants, au niveau des enseignants, au niveau des organisateurs, des administrateurs, et ça aurait été vraiment pire. Parce qu'on n'est pas dans un pays vraiment où l'éducation est faible, comme on peut voir des fois dans certains pays du Sud. Mais la Syrie, non. La Syrie, c'est la guerre, en fait, qui a duré et qui a déchiré ce tissu. Et c'est pour ça que les Syriens savent très bien que dès qu'il y aura une paix ou même une stabilisation, ils vont se remettre debout parce que c'est un peuple travailleur. C'est un peuple qui vient. Je suis actuellement en Turquie et je vois ce que les Syriens ont apporté à ce pays. Si ce pays a reçu 4 millions de migrants, eh ben, ces migrants, pour la plupart d'entre eux, c'est une richesse pour ce pays, c'est une valeur ajoutée pour tous les jeunes qui ont appris la langue et qui se démènent pour travailler dans tous les domaines. Ils ont apporté une richesse incroyable. D'ailleurs, l'Allemagne aussi, il en profite énormément, qui a accueilli plus d'1 million de réfugiés syriens. Voilà, donc on espère tous qu'il y aura une stabilisation, un cessez-le-feu, pour qu'on puisse avoir au moins un peuple qui peut se remettre sur pied et qu'il y a moins d'injustice, parce que c'est ce qui nous fait le plus mal. C'est d'arrêter. On ne peut pas continuer à construire et d'autres continuer à casser. Et ça, c'est un peu le malheur qu'on a. Là, regardez, Raphaël Pitti, il l'a dit encore, au mois d'octobre, au mois de novembre, il va encore aller à la commission pour toujours plaider la même chose, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire de maintenir un couloir humanitaire pour faire un cessez-le-feu. Et c'est usant, en fait. C'est usant, mais on continue à le faire parce qu'il faut le faire. Il faut le faire tant que la crise est là. Merci. Oui. Ouais, un moment fort pour moi de ce documentaire sur Raphaël Pitti et aussi Zouheir Lana, ça a été l'arrivée à la petite maternité de Al-Hol. Les sages-femmes formaient un petit comité d'accueil et c'était l'événement du jour, avoir 2 médecins, les médecins qui avaient dispensé leur formation, les accueillir, leur offrir des repas, les accueillir du mieux possible. C'était un moment absolument formidable et on ressentait vraiment dans le regard de ces femmes et dans leurs gestes, dans leur attitude, l'estime qu'elles portaient à Zouheir et à Raphaël. C'était vraiment un moment très impressionnant. Un autre moment, et Zouheir en est aussi responsable, c'est cette formation de sage-femme. C'est-à-dire que autour de Zouheir, on ressentait cette envie d'apprendre.
envie d'être là, avides. Ces femmes étaient vraiment avides de connaissances. Et l'échange entre Raphaël Pitti, Zouheir Lana et ses sages-femmes est absolument merveilleux. Merveilleux. Il y a un dynamisme, une énergie qui se dégage de ces femmes, de ces apprenantes, qui était absolument formidable. Justement, Sylvie, par rapport à votre présence sur place en Syrie et votre regard, c'est vous qui avez fait ce documentaire. C'est aussi grâce à vous aujourd'hui qu'on parle de la Syrie. C'est un documentaire sur Raphaël Pitti, mais aujourd'hui, on parle de Syrie, on parle des 60 Syriens. Quelle est la place, justement, des médias aujourd'hui sur ce conflit oublié? Raphaël Pitti disait que les médias se taisent, qu'on ne les voit pas. Aujourd'hui, vous, en tant que journaliste, réalisatrice, quelle place, comment parler de la Syrie à la télévision, dans les médias aujourd'hui? Je dirais qu'un conflit humanitaire en chasse un autre. Raphaël Pitti a raison quand il dit aujourd'hui on parle de la Syrie, demain on n'en parlera plus. C'est malheureusement la réalité. L'information est celle-ci. On a commémoré les 10 ans de la guerre en Syrie. On en a beaucoup parlé au mois de mars. Et puis aujourd'hui, c'est Kaboul, c'est l'Afghanistan. C'est une autre crise humanitaire et c'est très très difficile de pouvoir en parler au quotidien. Mais je pense que c'est en racontant le vécu des gens sur place, qu'ils vivent, qu'on pourra, et le faire de manière récurrente, qu'on pourra faire peut-être bouger les choses. J'en suis même pas convaincue, hein. Je vous le dis franchement, c'est très difficile, Zouheir vient de le dire, mobiliser les politiques, mobiliser les médias, c'est pas évident, il faut une catastrophe. Kaboul est tombé, on parle de Kaboul, il y a bombardement d'armes chimiques en Syrie, on en parle, la chute d'Idlib, on en a parlé, puis entre-temps, je veux dire, il y a toutes ces familles, tout ce peuple, tous ces peuples qui essaient de survivre tant bien que mal, et on n'est pas forcément là au quotidien avec eux, on raconte pas forcément leurs histoires. Par contre, autant c'est indispensable de le faire. Et je pense qu'il ne faut pas lâcher la bride, il ne faut pas renoncer. Zouheir ou Raphaël ou Ziad, l'UOSSM travaillent au quotidien avec ces populations. Et bien nous, notre rôle de médias, c'est de maintenir un focus permanent sur ce qui se passe dans ces pays traumatisés. Ziad, une question, docteur Ziad Alissa, justement, on pourrait perdre espoir quand on sait, et vous le répétez souvent dans les webinaires qu'on organise dans les médias, c'est que les médecins syriens, vous qui êtes un médecin franco-syrien, quand vous êtes mis en branle en 2011 pour aider la Syrie suite à la révolution, vous ne pensiez que ça allait durer que 6 mois ou 1 an, vous dites souvent cela malheureusement, mais aujourd'hui, la guerre est toujours là, les besoins sont aussi immenses, et même si on a l'impression que ça ne bouge pas, il faut être toujours là, que ce soit sur place en Syrie ou même en France à travers les médias. Il y a une utilité à cette visibilité médiatique. Les Syriens vous le disent, je pense, sur place. Parler de nous, raconter notre histoire, témoigner. C'est vrai que lorsqu'on fait l'aller-retour en Syrie, en plus de toutes ces actions qu'on fait là-bas, et il y a toujours ce message que les Syriens, ils nous disent tout le temps, nous, les oubliez pas. Il ne faut pas oublier les Syriens. Et à chaque fois, ils nous disent, est-ce que vous continuez à parler de nous? Ils ont peur que le monde va oublier la Syrie. Et ça, quand même, ils savent que ils vivent actuellement là-bas grâce à toute cette l'aide humanitaire qui vient à travers ces associations. Si on va arrêter de parler de leurs problèmes, si on va arrêter de sensibiliser les gens à continuer à penser à eux, à continuer à les aider, malheureusement aussi, ça sera difficile pour eux. Et c'est ça qui fait peur toujours. Ils veulent quand même qu'on porte leur message. Nous, pendant ces dernières années, quelquefois, on faisait venir les collègues de là-bas de la Syrie, soit ici en France, soit à Genève, soit même à New York, pour parler de la Syrie, pour sensibiliser les gens de toutes ces populations qui souffrent. Et moi, je pense que c'est très important. On continue à travailler tous les mains en main
Je remercie Sylvie avec ce travail formidable qu'elle a fait. On sait quand même aller en Syrie, rentrer à l'intérieur, filmer, c'est pas quelque chose facile. C'est pas un voyage, c'est pas un tourisme. C'est prendre de risques. Lorsque nous on parle, soit les médecins qui rentrent, soit les médias qui rentrent, on sait quand même que malgré tout qu'il y a un grand risque, mais à travers quand même ces voyages sur place pour voir la réalité et surtout par des gens indépendants, soit je parle de médias, soit je parle de médical, qu'on arrive quand même à porter cette image et à porter les messages de Syriens là-bas. S'il y a un message important là maintenant qu'il faut quand même qu'on n'arrête pas à le répéter, n'oubliez pas les Syriens. N'oubliez pas les Syriens parce qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin de nos aides, ils ont besoin de toutes nos actions. On parle des gens qui souffrent dans les camps de réfugiés, on parle des gens sans abri, on s'approche de l'hiver, on parle des enfants qui trouvent difficilement quand même leur place de la scolarisation, on parle des écoles jusqu'à maintenant sous les tentes, avec la pluie, avec le froid, on parle des enfants qui ne trouvent pas à manger assez comme il faut, équilibré, des femmes qui souffrent. Il ne faut pas oublier quand même que pendant cette guerre, comme toutes les guerres, il y a beaucoup des hommes qu'on a perdus, soit parce qu'ils ont été tués, soit malheureusement parce qu'ils ont été arrêtés. Il y a jusqu'à maintenant les gens dans les prisons qui souffrent, qui sont torturés. Et tous ces hommes qu'on a perdus ces dernières 10 ans, à travers cette guerre-là, ça quand même, ça donne une vie difficile aux familles qui vivent dans les camps de réfugiés, aux déplacés syriens, des femmes qui élèvent seules leurs enfants, des enfants malheureusement orphelins qui n'ont plus des parents. Donc vraiment, il y a une grande souffrance. Et même si la guerre, bon, les cessez-le-feu, malheureusement, maintenant, on n'est pas là, mais pas plus fort comme avant. Mais là, maintenant, on est dans les conséquences de cette guerre-là. Et les conséquences de guerre, c'est là où la même chose, c'est difficile quand même à faire face. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier les Syriens, il ne faut pas oublier qu'ils ont besoin de nous, qu'on devait quand même avoir le courage de continuer à faire tout ce qu'on peut faire pour les aider. Et quand on sait ce qui s'y passe, docteur Ziad, on ne peut pas détourner le regard. On ne peut pas être indifférent. Ce serait presque indigne. Quelques messages d'encouragement sur le chat qui font très chaud au cœur. Donc, Florence Pézé qui dit « Merci à Sylvie pour les risques qu'elle a pris et merci à toute l'équipe pour nous sensibiliser sur ce drame qui semble oublier des politiques. Vous êtes formidables. » Jérémy Bonissant qui dit « Un grand merci à vous pour continuer à faire vivre ce combat. » Béatrice Beneda qui dit « Très impressionnée par l'énergie et l'engagement de tous les intervenants. » Bonne soirée à tous. Joël Jovet qui dit « J'espère que ce documentaire pourra être programmé encore plus largement. Et n'oublions pas la Syrie. Bravo à l'USSM. » Madeleine qui dit « Merci beaucoup pour votre engagement et votre courage. Cela nous pousse à vous aider encore davantage. » Françoise qui dit « Bravo à l'engagement de ces médecins, à leur abnégation et bravo aussi à la réalisatrice pour ce portrait sensible qui incite à la solidarité universelle et si précieuse. » Je me joins à tous ces remerciements pour remercier Sylvie Cosolino, réalisatrice et journaliste, qui a vraiment mis à l'honneur Raphaël Pitti, mais aussi le message qu'il porte pour la Syrie. Je vous laisse le mot de la conclusion. Quel est votre message d'espoir à chacun d'entre vous? Peut-être Zouhair, d'abord. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos participants sur l'avenir pour la Syrie, pour les médecins, pour l'USSM France? En fait, je pense que toute crise, et la guerre, c'est le maximum de la crise, ça permet de sortir ce qui est de pire et ce qui est de meilleur de l'individu. En allant en Syrie, en allant avec les médecins que vous avez là, que j'ai connus depuis quelques années avec un énorme plaisir,
qui sont Ziad, Raphaël et d'autres, Ahmed, d'autres, et sur place aussi, Joubran. En fait, ce sont les meilleures personnes que je puisse rencontrer parce que je les rencontre dans un but qui nous dépasse tous. On se dépasse par rapport à nos intérêts personnels et nos petits calculs pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus haut et beaucoup plus fédérateur et en fait qui traverse toutes les religions et qui va vers une sommité de l'humain. Et je pense que c'est ça, c'est cet espoir que je garde dans l'humanité. Malgré toutes ces crises-là, il y a toujours de l'espoir. Et comme je suis obstétricien, eh ben, je participe à ma façon de sauver des femmes et des nouveau-nés et d'aider d'autres collègues à aider à la vie. Et ça, aider à la vie, c'est déjà de l'espoir. Merci beaucoup, Dr Zoher Lehna. Sylvie Cozzolino, votre dernier mot pour la Syrie, pour l'avenir de ce pays en guerre. Je dirais simplement que quand on va en Syrie, on ne peut plus oublier la Syrie. C'est quelque chose qui vous marque à tout jamais, qui vous donne de l'énergie, une capacité de, comme dit Raphaël Pitti, la colère qui pousse à l'action et ne jamais détourner le regard, ne jamais cesser de s'indigner. Et être aussi résilient que les Syriens peuvent l'être. Merci Sylvie. Avant de laisser les derniers mots à Ziad, je tenais à mentionner le festival Syrie au cœur qui va avoir lieu à la MJC de Nancy. Donc dans le chat, un des participants il a mis toutes les informations. Donc vous pouvez les retrouver. Donc le festival Syrie au cœur qui aura lieu à la MJC de Nancy. N'hésitez pas à aller en ligne pour avoir les informations. La MJC Lillebonne à Nancy. Voilà, je laisse la parole à Ziad pour un dernier mot. Merci tout le monde. Moi, justement, lorsqu'on fait une rencontre comme ça virtuelle et je vois à peu près plus de 50 personnes qui sont là, lorsque je vois Sylvie avec son équipe qui a le courage d'aller jusqu'à l'intérieur de la Syrie, jusqu'à Raqqa, jusqu'à l'est de la Syrie, presque avec le front irakien, lorsque je vois Zoher qui vient avec nous pour rentrer à l'intérieur, pour faire la formation pour les sages-femmes, pour passer là-bas des jours et des semaines à travailler, à opérer, lorsque je vois quelqu'un comme Raphaël Pitti, de la première jour, qu'on a vu son CV, que nous étions un petit peu quand même perturbés avec son CV, lorsque je vois quand même les trentaines d'allers-retours qu'il a fait avec nous, Jihan, avec toute l'équipe du USSM ici, lorsque je vois tout le monde là maintenant, ce soir, qui continue à parler de la Syrie, qui continue à sacrifier son temps pour la Syrie, qui continue à prendre le risque pour aller et rentrer à l'intérieur pour transmettre ce message de la Syrie. C'est ça qui me donne l'espoir. C'est ça qui me donne l'espoir. On compte sur vous tous et on continue tous ensemble à travailler pour aider ce peuple-là qui a besoin de notre aide humanitaire. Et merci à tout le monde. Merci à tous les participants d'être restés nombreux jusqu'à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.uossm.fr et de vous inscrire à la newsletter. Ainsi, vous recevrez toutes nos actualités, les événements mentionnés dans le chat, nos prochains webinaires, nos actions humanitaires. C'est comme ça que nous pourrons garder le lien ensemble. Et pour ceux qui veulent nous soutenir, rendez-vous sur notre page de dons, don.uossm.fr. Aujourd'hui, la médecine en Syrie et la santé se font grâce à l'aide humanitaire. Merci d'être restés. Merci à vous. Nous en sommes vraiment très fiers. Vous nous nourrissez. Et je remercie nos intervenants, Dr Zoher Lehna, Sylvie Cozzolino, Dr Ziad Alissa et bien sûr le professeur Raphaël Pitti de leur présence et de leur engagement. Bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.